Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans la Semaine Éco. Fin de la saga juridique autour de l'exploitation illégale par le Maroc et l'Union européenne des ressources sahraouies dans le territoire du Sahara occidental. La Cour de justice européenne a cette fois-ci définitivement invalidé les accords commerciaux de pêche et d'agriculture signés en 2012 entre les deux parties, après deux arrêts précédents rendus en 2016 et en 2018. Alors pour bien comprendre ce qui se joue autour de ces accords, au-delà d'un partenariat économique illégal qui vient d'être annulé et dont les bénéfices pour le Maroc représentent à bas mot près de 800 millions d'euros par an. C'est la souveraineté du peuple sahraoui qui vient d'être une nouvelle fois reconnue par la plus haute instance européenne sur le territoire du Sahara occidental, renvoyant à la décision de la Cour internationale de justice qui, en 1975, et qui avait elle aussi émis à l'époque le même verdict. Alors il s'agit par ailleurs d'un camouflet politique, il faut le dire, et un camouflet surtout diplomatique pour les instances européennes impliquées dans ces accords, la Commission, le Conseil et le Parlement européen qui les ont clandestinement négociés, conclus et ratifiés sur le dos des Sahraouis. Le malaise est aussi très grand chez le régime colonial marocain dont les dirigeants refusent de reconnaître la décision de cette Cour de justice et veulent imposer à tout prix leur domination sur le Sahara occidental et à la communauté internationale en général. Voilà donc le thème que nous allons développer donc ce soir avec mes invités autour de ce plateau. Docteur Saïd Ayachi avec nous sur ce plateau, président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Merci docteur d'être avec nous sur ce plateau. Merci à vous. Et puis avec nous également Mohamed Achir, enseignant universitaire à l'université Tizi Ouzou et consultant de Canal Algérie pour les questions économiques. Merci d'être avec nous sur ce plateau également, monsieur Achir. C'est moi qui vous remercie. À travers Skype, nous avons également avec nous Gamal Abina. Alors Gamal Abina, vous êtes journaliste spécialisé des questions internationales. Merci d'être avec nous en direct. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous. Et puis nous essaierons au cours de cette émission de joindre maître Gilles Devers, avocat représentant des intérêts du Front Polisario, qu'on nous essaierons d'avoir par téléphone au cours de cette émission selon sa disponibilité. Merci messieurs d'être avec nous sur ce plateau et à travers Skype. Avant de commencer ce débat, d'abord revenons sur l'événement, donc cette grande bataille juridique qui vient donc d'être remportée par le Front Polisario le 4 octobre dernier. C'est une bataille contre l'économie coloniale qui vient d'être remportée et c'est une première au niveau d'une Cour de justice européenne. Retour des faits avec Walid Yousfi et on revient pour le débat. Depuis plusieurs années, l'occupant marocain exploite illégalement les richesses naturelles du Sahara occidental en toute impunité. Selon la Direction générale de la pêche de la Commission européenne, l'accord de pêche conclu en 2019 entre l'UE et le Maroc dépendait quasiment des zones situées au large du Sahara occidental. Sur une distance de 1200 km de côte, les territoires sahraouis disposent d'une capacité de production halieutique estimée à près d'1 million de tonnes par an. Nos ressources sont pillées puis exportées en Afrique, en Europe ou encore à l'est de l'Asie. Une nouvelle forme de pillage a connu le jour récemment, celle des énergies renouvelables. Le régime marocain exploite de façon dangereuse les ressources naturelles du Sahara occidental, notamment le phosphate, depuis plusieurs années. Puis encore, le Marzen est en train d'aider des entreprises européennes à s'implanter ici dans le but de spolier davantage de ressources. Selon un rapport publié en 2024 par le Centre d'études franco-sahraoui Ahmed Baba Misk, les forces du Marzen ont permis à 115 entreprises étrangères de s'installer illégalement sur les territoires du Sahara occidental, autorisant ainsi la surexploitation des richesses situées sur le sol sahraoui. Nous condamnons avec fermeté les actes commis par l'occupant marocain, notamment le pillage illégal des richesses du territoire sahraoui. On appelle la communauté internationale à intervenir pour protéger les droits du peuple sahraoui et l'aider à recouvrir sa souveraineté sur son territoire, et ce conformément à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, longtemps attendue. Le peuple sahraoui poursuit sa lutte pour le recouvrement de ses droits et de son indépendance, et ce, à travers ses nombreux cris de détresse, appelant la communauté internationale à agir immédiatement pour l'application des décisions de justice, interdisant au Marzen d'exploiter ses richesses illégalement. Alors, c'est un
un fait marquant donc, de l'actualité qui s'est produit le 4 octobre dernier. Docteur Ayachi, première question pour vous. Quelles sont selon vous les retombées directes de cette décision sur le processus de décolonisation du Sahara occidental? Sur le plan politique, c'est important? C'est une étape immense. C'est une étape historique dans la trajectoire de la lutte du peuple sahraoui. À n'en pas douter, il y aura un avant 4 octobre et un après 4 octobre dans la lutte du peuple sahraoui. Pourquoi? Parce que là, il s'agit d'une décision qui engage tout un continent. Et quel continent? Un continent qui pèse sur les affaires du monde. Et puis on a tendance à l'oublier, en fait, toutes les guerres de colonisation sont faites pour des intérêts économiques, pour des objectifs économiques. Et évidemment, la dignité humaine fait que l'on se bat pour la liberté, pour l'indépendance. L'un ne va pas sans l'autre. Mais ce que fait le Maroc, vous l'avez dit dans votre introduction très justement, et ça lui rapporte 800, au bas mot, 800 millions de... Il est vrai que nous n'avons pas les chiffres exacts sur le degré d'expoliation. Une estimation. Ce n'est pas... Donc ça lui rapporte 800 millions d'euros par an. Ça fait du Maroc le premier, le propriétaire des premiers gisements du monde quand il additionne ses propres gisements avec ceux des phosphates de Boukhara, qui sont sahraouis. Ça fait du Maroc celui qui gère les eaux les plus poissonneuses du monde, qui sont les eaux au large du Sahara occidental, les eaux mauritaniennes. Et donc, vous l'avez dit aussi très justement dans votre introduction, les Européens, parce qu'il y a des complicités de différentes natures d'ailleurs. Des compromissions surtout. Des compromissions, le terme est à sa place. Donc, ont passé ces accords. Et c'est grâce donc à la vigilance du Front Polisario et grâce à cet immense personnage qui est Medjil Dever, qui est un avocat militant, avec son fils Manuel d'ailleurs, qui se sont battus comme des lions pour arriver au résultat qu'on a. Et il faut rendre hommage, je le disais hors antenne tout à l'heure, à la probité, au courage et à la sagesse des magistrats de la haute cour, malgré toutes les pressions qu'ils ont reçues, et même, semble-t-il, ça reste à vérifier, des menaces. Et alors, vous me posez la question, c'est d'abord, bien sûr, des retombées économiques tout de suite, puisqu'il dénonce, et Dieu sait si la Commission, surtout la Commission, avec le Conseil européen, n'ont pas essayé de dénaturer déjà le jugement de 2016, en disant à la limite on va trouver une renégociation peut-être. Ils ont voulu parler d'extension, une nouvelle d'extension de consultation, une nouvelle argutie juridique boiteuse qui a été dénoncée par les magistrats d'ailleurs. On se souvient encore de l'initiative de l'avocat général Tamara qui avait essayé d'invalider les requêtes du Front Polisario. Maintenant, de ce point de vue-là, la messe est dite, les accords sont illégaux, il faudra bien qu'ils s'y font. Mais ces accords, cet énoncé a été pris sur des données politiques qui sont très importantes. Pour moi, ce sont plus importantes que peut-être la retombée économique elle-même. D'abord, l'accord dit que le territoire du Sahara occidental est distinct du territoire du Maroc. Et il vient le rappeler, vous l'avez aussi dit dans votre introduction, il vient rappeler l'arrêt de justice de 1975 de la Cour internationale de justice. Il dit aussi que le peuple sahraoui, il parle de peuple sahraoui. Et jamais pas de population. Il parle de peuple. Oui. Il parle de population. Exactement. Donc les mots ont leur poids et leur sens, bien sûr. Très important, très important. Et donc, aujourd'hui, le peuple sahraoui, et j'allais dire, même si on n'en avait pas besoin, mais en tout cas, on dit qu'il y a un peuple sahraoui qui est souverain et seul décideur de la destinée de ses richesses. Très important. Il dit que le Front Polisario est le représentant du peuple sahraoui. On ne pourra plus dire maintenant que le peuple sahraoui, que le Front Polisario n'est pas représentant. Et puis, il dit que le Front Polisario a toute l'attitude d'ester en justice toute société, tout pays qui viendrait
sans la permission du peuple sahraoui à exploiter ces richesses. J'aimerais écouter justement M. Gamal Abina sur les retombées de cette décision qualifiée d'historique. On vient de l'entendre. C'est une grande victoire pour le droit du peuple sahraoui. On ne le répétera jamais assez. C'est une reconnaissance d'abord de l'existence de ce peuple et du consentement de ce peuple lorsqu'il s'agit de discuter de ses ressources sur son territoire. Tout à fait. La question qui se pose, c'est comment on peut avoir une décision en justice qui va dans le sens du droit international, puisque c'est bien sur la base des résolutions de l'ONU que se fonde cette décision, et comment on peut avoir des États européens, particulièrement la France ou l'Espagne, qui contreviennent au principe de droit international en allant sur une direction qui n'a pas été actée par effectivement les deux parties, à savoir la partie marocaine et la partie sahraoui. Eh bien, cette décision, elle vient c'est un petit peu une sorte de tonnerre comme ça dans un ciel tranquille, puisque les Marocains ne s'y attendaient évidemment pas. C'est une des raisons pour lesquelles ils sont vent debout, et surtout, ça donne un sentiment réel. C'est là où on peut parler d'état de droit, en dépit du fait qu'il y ait des dysfonctionnements. Quoi qu'il en soit, le principe du droit a été acté par les juges. Ils ont considéré que ça contrevenait à des principes effectivement fondamentaux de l'Union européenne, des principes internationaux du droit international auxquels souscrit l'Union européenne, et surtout, eh bien, ça remet un petit peu d'ordre dans la maison Europe, parce que quand on voit que la France a fait sa petite sortie séparée alors qu'elle ne devait pas le faire, que l'Espagne a aussi fait de même, eh bien, ça invalide ses positions politiques et ça donne à réfléchir. Comment se fait-il effectivement que les Marocains, qui sont considérés comme la puissance occupante, récupèrent, on estime qu'il y a 50 millions de tonnes à peu près de phosphate, c'est essentiel pour le Maroc, c'est une richesse très importante, récupèrent ce phosphate en disant qu'ils développent le Sahara occidental, alors que ça profite évidemment à la puissance occupante. Eh bien, c'est une question qui se pose, et en réalité, quoi qu'il en coûte, ils ne s'attendaient pas à cela. C'est-à-dire qu'ils avaient pris des accords avec l'Union européenne, effectivement, les eaux sont très poissonneuses, c'est des ressources halieutiques considérables, qui sont partagées avec l'Espagne, ce qu'on n'en dit pas beaucoup. Ils ont pris des accords un petit peu d'échange, surtout sur le phosphate, qui est essentiel. Il faut savoir que le phosphate est une denrée rare, très peu de pays en produisent dans le monde. Le Maroc, évidemment, l'Algérie, la Tunisie, la Russie, on le sait, et il y a quelques rares pays qui ont cette ressource de façon abondante et qui deviendra de plus en plus essentielle pour garantir la production d'engrais chimiques. Donc tout cela a un arrière-goût à la fois, c'est une sorte de nouveau pétrole qui est un partage qui se fait de façon violente, en l'occurrence au Sahara occidental, et qui va être un enjeu qui va dépasser de loin les principes du droit, les principes moraux qui président à la décision des juges, et qui va certainement poser problème. Mais ce qui est certain aujourd'hui, c'est que cette décision profite pleinement aux Sahraouis, puisque ça veut dire, quand on invalide cette démarche commerciale, que finalement le Sahara occidental est reconnu de fait par l'Union européenne et surtout par les instances juridiques de l'Union européenne. Absolument. Donc c'est effectivement une avancée considérable. Ça va être intéressant sur le plan de la suite, parce qu'il y aura une suite. Il y aura des conséquences sur cette décision, et je pense que la partie marocaine aura beaucoup de mal à supporter effectivement d'avoir été quelque part sanctionnée et rappelée à la loi. Justement, vous me tendez une perche pour parler un peu des chiffres sur l'exploitation agricole qui ont été donc communiqués par certaines sources. Nous avons très peu de données sur ce que représente réellement cette spoliation, parce qu'il faut donner un peu le sens au mot, cette spoliation des richesses du Sahara occidental. On nous avance un chiffre de 800 millions d'euros de bénéfices pour le Maroc annuellement sur 2 accords, un accord de pêche et un accord sur les produits agricoles. Est-ce qu'on a une idée finalement exhaustive sur les gains qu'avait engendré cette puissance coloniale et qui aujourd'hui se retrouve sans, M. Hachir? Oui, le Maroc exporte essentiellement les ressources halieutiques qui sont, c'est-à-dire les ressources sahraouies, du peuple sahraoui. Si on vérifie un peu des statistiques 2022 qui viennent des institutions marocaines, donc c'est les ports qui se trouvent au niveau du territoire, bien sûr, c'est des ports qu'on retrouve dans le Sahara occidental qui représentent 90% des ressources exportées. Donc c'est une surexploitation encore. Donc, en plus de ça, il y a aussi des ressources agricoles, c'est-à-dire la tomate par exemple, qui est cultivée sur le territoire sahraoui. Donc il représente effectivement quand même une rentrée en devises très importante. Donc le fait maintenant d'arrêter cette exploitation et ces exportations, ça va produire un effet tout à fait négatif un peu sur les rentrées en devises, surtout marocaines. Mais ce qu'il faut noter aussi par rapport à cette question d'exploitation illégale et illicite des ressources de pêche, des ressources halieutiques, c'est surtout le fait d'avoir
c'est-à-dire altérer tout un écosystème marin au niveau des côtes sahraouies. Si vous me permettez, M. Haché, j'aimerais revenir sur la question, car il est important de souligner que quand on parle de puissance coloniale, c'est-à-dire c'est une combinaison entre l'Union européenne, certains pays, comme l'avait si bien dit Gamal Abina, l'Espagne et la France, avec cette complicité du Maroc. Le Maroc s'en sort avec des retombées peut-être moins importantes que ce qu'engrangent ces pays européens. Est-ce que vous êtes d'accord sur la question? Parce qu'il s'agit aussi d'accorder, comme j'essaierai de revenir un peu sur les détails, 208 millions d'euros qui reviennent vers le Maroc sur les 128 licences de pêche qui sont pratiquement accordées à l'Espagne en grande partie. Mais ce que gagne l'Espagne dans cette affaire? C'est-à-dire ou alors ce que perd l'Espagne avec l'arrêt de cet accord? Parce que il a été souligné par le docteur tout à l'heure, le littoral est très riche en ressources halieutiques. Et il y a une surexploitation de ces ressources, ce qui fait bien sûr fait bénéficier un peu les partenaires européens, parce que ce sont les premiers bénéficiaires. Oui, parce que ailleurs, il faut savoir une chose, que la pêche est réglementée. Donc il y a toute une biodiversité à respecter, il y a un écosystème à respecter, il y a les systèmes, surtout le système marin qu'il faut respecter, parce que de plus en plus, avec même le changement climatique, il y a la disparition de certaines espèces, et au niveau du littoral du Sahara occidental, on ne régule pas toutes ces questions-là. Donc on permet la spoliation carrément, comme vous dites, c'est la spoliation et c'est la surexploitation de toutes les espèces marines qui se retrouvent au niveau de ce littoral du Sahara occidental. Et quand on parle de chiffres, en tout cas, quand il s'agit de spoliation, on ne donne jamais les vrais chiffres. Donc il faut estimer peut-être le double de ce qui est annoncé. Et parce que c'est une logique colonialiste de surexploitation. Et l'on profite au maximum. J'aimerais justement écouter Dr Ayachi sur cette combinaison entre le Maroc d'un côté et entre ces pays européens, avec cette combinaison qui s'est par la suite étendue au Conseil européen, à la Commission européenne, toute cette complicité qui s'est formée autour de ces accords. Vous l'avez si bien dit tout à l'heure, c'est l'économie qui est au fond des intérêts des pays. Aujourd'hui, qu'est-ce que cela représente comme l'avait dit Gamal Abina, c'est un coup de tonnerre pour ces pays concernant leurs intérêts économiques. C'est très clair. En particulier l'Espagne, j'insiste sur l'Espagne, car la plupart des licences qui ont été accordées en matière de pêche ont bénéficié à l'Espagne en particulier. 600 unités de pêche espagnoles. 600 unités de pêche espagnoles qui vivent de la pêche qu'elles pratiquent dans les eaux territoriales sahraouies. Donc du coup, maintenant le problème... Et évidemment, on est là pour surveiller. Je voulais, avant de compléter le truc, il faut aussi dire qu'on parle de cet observatoire norvégien qui surveille la spoliation des ressources naturelles quotidiennement. Qui sait quel bateau est rentré, quelle société exploite, quel truc s'est tenu à jour. Et on sait maintenant avec précision ce qui a été pris au Sahraoui depuis maintenant une quinzaine d'années. C'était le WWSRW, le Western Sahara Research Watch, qui est à Oslo. Et donc, maintenant, l'énoncé du jugement a été dit, c'est la justice européenne, et vous savez qu'en matière de droit, le droit européen est supérieur au droit national, et c'est-à-dire que tous les pays européens sont tenus, en tout cas en parlant honnêtement de la chose, sont tenus maintenant d'appliquer ce qui veut dire. Et justement, cette question se pose d'elle-même. Comment allons-nous appliquer ça sur le terrain? Ce qui veut dire, ils ont commencé déjà à bricoler, à vouloir contourner je ne parle pas du Maroc qui lui dit je ne suis pas concerné, ça veut dire tout simplement que je vais continuer à exploiter, mais évidemment ça va être difficile maintenant. Vous revenez sur la déclaration qui a été faite par le porte-parole du régime marocain qui parle d'une décision... Mais maintenant, pour ces pays qui du matin au soir nous donnent des leçons de morale, sur le respect du droit, sur la démocratie, sur la légalité des relations commerciales. On va voir comment ils vont s'en sortir avec leurs propres droits. C'est leur propre justice qui les condamne, qui leur dit ce que vous faites est interdit.
Et donc, nous sommes maintenant spectateurs, vigilants, pour voir un peu comment c'est les pays européens et la Commission européenne, entre autres. Mais évidemment, cela va toucher d'abord l'économie marocaine, qui peut-être tout à l'heure on en parlera, qui n'est pas, j'allais dire, au mieux de sa forme, mais ça va aggraver sa situation. Et puis ça va, d'une certaine façon, bousculer certaines pratiques au niveau du continent européen. Vous savez qu'en même temps qu'il y a eu un jugement en faveur du Front Polisario, il y a eu un jugement en faveur d'une fédération agricole française qui avait déposé plainte contre les tomates que le Maroc a... Vous parlez de la Confédération des paysans français. Absolument. Oui. Absolument. Sur la question d'étiquetage, on y reviendra tout à l'heure, mais pour l'instant, j'aimerais réellement parler des pays qui sont impliqués. On parle de l'Espagne, on parle de la France et on parle de certains pays de l'Europe de l'Est également qui sont impliqués dans ces accords de pêche et qui vont pâtir justement de cette décision. Oui. Le Japon qui vient toucher, bien sûr, mais tous ces pays-là, maintenant... seront concernés par la mesure, d'autant plus, je l'ai dit tout à l'heure, je le rappelle, que le Front Polisario a toute latitude, j'allais dire juridiquement, habilité à déposer plainte contre toute entreprise qui viendrait à spolier les ressources du Sahara occidental, dont on déclare que le peuple sahraoui est seul souverain et seul décideur de l'exploitation de ces ressources. Très bien. Gamal Abina, j'aimerais aussi écouter votre avis sur les pays, sur ce que va représenter cette décision sur l'intérêt de ces pays, notamment la France, l'Espagne. On parlait de pas moins de 600 embarcations espagnoles qui pêchaient de manière illégale sur les eaux territoriales sahraouis. Qu'est-ce que cela représenterait pour ces pays-là ? Un manque à gagner indiscutable, mais surtout on se rend compte quand même, on est à la 49e année, l'année prochaine ce sera la 50e année où Franco a quitté, à la mort de Franco, l'Espagne quitte le Sahara occidental, mais ils n'ont pas vraiment quitté, les idées sont un petit peu troubles là-dessus. Ils n'ont pas quitté par exemple le contrôle de l'espace aérien, ils n'ont pas quitté évidemment les eaux territoriales, l'exploitation du poisson, mais pas seulement, il y a d'autres ressources, et c'est surtout les Espagnols qui sont intéressés. Finalement, les Marocains profitent pour partie évidemment de richesses puisqu'ils ont récupéré le phosphate, mais pour ce qui concerne l'exploitation du poisson, c'est des accords commerciaux qui leur rendent vraiment service. Il faut savoir que c'est l'Espagne qui en profite le plus, évidemment le Maroc touche sa dîme. Ce qui est inquiétant surtout par rapport à ça, c'est qu'il y a un caractère assez inique de la part des Espagnols, parce que pendant qu'ils surexploitent, et on parle beaucoup de surexploitation des eaux halieutiques, eh bien on se rend compte que du côté de l'Espagne, on fait attention à pas trop toucher ces réserves. Donc il y a vraiment un rapport où on préfère exploiter les pays du Sud, et là on rentre dans la grande géopolitique et économique, et on laisse tranquille les pays du Nord qui se polient. Donc c'est vrai que ça va avoir des conséquences lourdes, d'abord pour le Maroc, ça a été dit sur le plateau, parce qu'effectivement le Maroc n'est pas au mieux de sa forme. Ça fait 5 ans qu'il traverse une crise de sécheresse qui est extrêmement violente pour les paysans marocains. Il y a eu le Covid qui a tué l'économie sur le plan du tourisme, évidemment, pour des raisons que tout le monde connaît. Il y a eu aussi effectivement la sanction algérienne avec l'arrêt du gaz et de l'énergie en général, donc des tarifs préférentiels qui étaient pratiqués depuis les années 90. Donc les Marocains aujourd'hui sont obligés d'apporter de l'énergie qui coûte cher, ont des salaires relativement élevés par rapport à la concurrence africaine, et surtout ont été frappés par les sécheresses qui ne s'arrêtent pas, elles continuent. Donc tous ces éléments-là font que c'est un pays qui est en tension, qui a besoin effectivement de toutes ces ressources, dont celle effectivement du Sahara occidental, et qui malheureusement ne va pas sur la négociation, trouver un terrain d'entente, mais plutôt sur des rapports de force. Donc aujourd'hui, effectivement, le Maroc, qui se porte pas très bien, qui participe de l'exploitation avec des Espagnols, des Français. Vous avez cité dans votre reportage 115 sociétés occidentales qui s'installent là-bas, dont d'ailleurs séjourné avant de quitter, qui expliquait qu'il allait créer un TGV qui relierait Marrakech et Dakhla. Donc c'est vraiment vous dire qu'il y a une intention économique évidente, une exploitation et une surexploitation au profit avant toute chose, ne perdons pas de vue, de l'Occident, des Européens, même si les Marocains en bénéficient, mais c'est bien une exploitation indirecte coloniale de l'Occident, parce qu'évidemment les tarifs ne sont pas fixés par les Marocains. C'est les acheteurs qui fixent les prix, ce qui est totalement contre le principe du marché, mais tout de même, c'est à ça qu'on est confronté, et il se trouve que les Marocains ont désespérément besoin de cet argent. Donc tous ces éléments-là créent effectivement des conditions défavorables, et cette décision de justice est très défavorable à ceux qui profitent, et finalement les sociétés privées, de l'exploitation du Sahara occidental, ou qu'elles soient d'ailleurs, qu'elles soient du Maroc ou d'Espagne ou de France, quoi qu'il en soit, ça va leur poser problème, parce que derrière, s'ils ne respectent pas la décision de justice, il y aura des sanctions économiques.
J'aimerais aussi revenir avec vous. Bon, il y a l'accord de pêche qui a été donc interrompu depuis l'année dernière, depuis 2023, pour être précis, en juillet 2023, en attendant justement la décision de la Cour de justice européenne qui est intervenue le 4 octobre. Donc déjà, cet accord avait été interrompu. Il y a un autre accord concernant les produits agricoles qui, lui, a été encore prolongé de 12 mois pour des considérations plus économiques que politiques. On peut parler d'un chiffre aujourd'hui, 203 000 tonnes de produits agricoles qui sont exportés chaque année vers l'Union européenne, ce qui représente un peu dans les 590 millions d'euros en 2022, il faut préciser l'année pour le Maroc. C'est un chiffre qui souligne un peu l'importance économique concernant les produits agricoles, et vous l'aviez si bien souligné tout à l'heure sur cette question de l'étiquetage qui est très importante. La Cour de justice a répondu favorablement à une plainte qui a été déposée par l'Union des paysans et des agriculteurs français, qui avait déposé cette plainte pour préciser l'étiquetage des melons et des tomates, qui devront désormais porter l'étiquetage de provenance du Sahara occidental et non pas du Maroc, comme cela a été fait auparavant. C'est une grande victoire également, et qui vient du peuple, le peuple qui tient un discours différent du politique, M. Hayeshi. Bien sûr, parce que d'abord, il y avait à la base une concurrence déloyale. Les Marocains pouvaient commercialiser des tomates qui ne leur revenaient pas très cher. Le prix de la main-d'œuvre, le fait qu'il y a, bref, on sait comment. Et les prix en France étaient beaucoup plus majorés par rapport au prix marocain. Et donc, la tomate qui venait du Sahara occidental était un produit qui se vendait plus facilement que la tomate française, pour laquelle les fermiers français devaient investir beaucoup d'ingrédients afin de pouvoir arriver à offrir un produit de même qualité à peu près. Et donc, à la fin, les paysans français étaient excédés par cette concurrence déloyale. Et évidemment, le biais qu'ils ont trouvé pour attaquer le Maroc, c'est que cette tomate ne venait pas du Maroc, elle venait du Sahara occidental, et donc rentrait dans un cadre d'inégalité complète. Et ils ont eu la preuve. Non seulement d'abord ils ont été aidés par la préparation du terrain qui a été faite par la plainte du Polisario, mais en plus ils ont trouvé une oreille attentive auprès des juges qui ont dit bien sûr c'est une commercialisation tout à fait illégale d'un produit qui vient d'un pays qui n'est pas celui qui est annoncé. C'est pas ce que prévoit le code commercial international. Il faudrait que le produit dise de quel pays réellement il vient. Il vient du Sahara occidental, il ne vient pas du Maroc. Et donc c'est une façon de bloquer cette commercialisation de la tomate sahraoui. Et c'est tant mieux pour, bien sûr, le Sahraoui, mais ça renforce encore davantage le distinguo qui est fait avec justement entre les deux territoires. Absolument. Je voulais puisqu'on parlait de trucs, rappelez-vous la lettre du président Macron le 30 juillet pour le roi du Maroc. Il y avait tout un paragraphe dans lequel il disait, et là il faut peut-être la lire au premier ou au deuxième degré, il disait que en disant que la France y prendra toute sa part dans l'action politique du Maroc. Mais en fait, il pensait aussi qu'elle prendra toute sa part du point de vue économique, puisque son ministre, quelques jours avant, parlait d'investissement, quelques semaines avant, parlait de faire des investissements au Sahara occidental. On va voir s'ils seront capables de transgresser le droit international et d'aller à l'encontre des jugements, je le répète, de leur propre justice, pour voir s'ils vont encore continuer à vouloir investir comme il avait l'intention de le faire. Monsieur Hachir, j'aimerais aussi vous poser la question sur cet accord concernant les produits agricoles qui a été donc prolongé de 12 mois. C'est une décision aussi de la Cour de justice pour éviter peut-être ou alors préparer cette sortie de cet accord. Il y a des considérations économiques également. Aujourd'hui, encore une fois, ce besoin de créer la différence entre l'origine des produits qui sont produits sur le territoire sahraoui, elle est importante pour le Front Polisario, pour déterminer exactement la source du produit. Justement, la portée politique, elle est là. Quand on fait cette distinction, justement, entre un produit provenant du territoire marocain et un produit provenant du territoire sahraoui, du peuple sahraoui. Donc déjà, en quelque sorte, on marque indirectement cette indépendance du territoire sahraoui. Donc on considère que le territoire sahraoui est colonisé par le Maroc et que les produits qui sont injustement cultivés au niveau de ce territoire doivent être
différencier des produits marocains. Donc c'est déjà une avancée, effectivement, comme disait M. Ayachi. Donc c'est une avancée sur le plan politique d'abord, en termes pour la cause sahraoui. Mais il faut souligner une chose aussi, quand on parle un peu de cette logique commerciale entre le Maroc et surtout l'Union européenne, c'est une logique aussi de prédation, c'est une logique de spoliation aussi. Hein. Donc on sait très bien que il y a quelques exportations, bien entendu, de l'agriculture beaucoup plus spéculative et commerciale à destination de l'Europe, mais qui ne profitent pas ni pour le peuple marocain, et bien sûr, c'est au détriment du peuple sahraoui. Et l'agriculture actuellement au Maroc, elle commence justement à fléchir par rapport à la production et par rapport à la productivité. À cause du problème... parlé d'un degré de sécheresse très avancé. Il y a la sécheresse. Il y a le rapport de la Banque mondiale, déjà 2024, il parlait d'une perte de 200 000 emplois dans le secteur économique industriel. Il parle de 160 000 emplois perdus dans l'agriculture. Donc ça démontre que, avec maintenant l'arrêt de l'exploitation des terres sahraouis, donc les conséquences vont être encore plus graves en termes agricoles. Et d'ailleurs, actuellement, les problèmes de sous-alimentation sont très importants au Maroc. Il y a même une ONG qui s'appelle Baromètre Arabe, c'est une ONG qui est composée de plusieurs chercheurs du monde arabe qui ont publié une étude sur un peu sur le Maroc et la situation alimentaire. Donc, un tiers des Marocains souffrent de la sous-alimentation. Malnutrition. Et 65% des Marocains, 65%, s'inquiètent du problème de la sécurité alimentaire. Donc la situation est très grave sur le plan alimentaire. Et malheureusement, le Makhzen est en train de cultiver des cultures spéculatives et même au détriment du peuple marocain. Vous voulez réagir? On laisse réagir M. Abina sur cette question de l'accord agricole. Est-ce que vous voulez réagir sur ce qui vient d'être dit? Plusieurs éléments. J'ai toujours à cœur le bien-être des fellahs, qu'ils soient algériens, marocains ou tunisiens. C'est toujours une tristesse de voir que c'est malheureux parce qu'ils travaillent beaucoup, subissent une telle sanction qui est liée au réchauffement climatique. On sait maintenant, par exemple, que dans certaines régions, on creuse quasiment des puits jusqu'à 200 mètres de profondeur et qu'on surexploite malheureusement les nappes phréatiques. Et pourquoi? Pour produire des choses qui n'ont pas de sens. Je veux dire, dans des pays semi-arides, on doit arrêter de produire des tomates. Les tomates, ça consomme énormément d'eau, c'est conséquent en termes de consommation, c'est de la surconsommation, on devrait travailler sur le goutte à goutte, mais il se trouve que malheureusement les Marocains veulent absolument exporter les tomates parce que c'est une sorte de titre de fierté pour l'État marocain, alors qu'ils devraient revoir leur copie. On a du mal à produire dans des quantités importantes d'eau, on n'est plus dans la même époque, les barrages ne se remplissent plus comme ils se remplissaient à l'époque, même si le pays a fait beaucoup d'efforts, et puis les Européens, il ne faut pas perdre de vue, on est dans la guerre commerciale. Comme par exemple des agriculteurs français se frottent les mains de voir que les tomates marocaines n'arrivent plus, ou alors qu'on les sanctionne par rapport au fait que ce serait un territoire occupé. Ça rappelle d'ailleurs par bien des égards les produits agricoles qui viennent des territoires occupés de Palestine. C'est un peu la même méthode. Hein. On demande l'étiquetage pour savoir d'où ça vient. Eh bien, ça profite aux agriculteurs européens et français qui sont en difficulté aussi et qui ont besoin effectivement de prendre des parts de marché aux concurrents marocains qui étaient beaucoup moins chers à une époque. Donc c'est vrai que ces questions-là se défendent avec acuité. Mais on voit bien que les différentes calamités qui frappent malheureusement le Maroc, et je parle de la population parce que j'ai vécu un petit peu au Maroc, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, c'est inquiétant parce qu'on ne peut pas accepter qu'un peuple arabe frère soit en difficulté. Mais la gestion de l'État n'est pas réaliste. On ne peut pas faire de tomates, on doit se calmer sur les oranges, il faut aller sur des légumes secs, il faut aller sur des produits à forte valeur ajoutée pour faire en sorte que les paysans puissent continuer à travailler. 166 000 emplois qui ont été sacrifiés parce qu'on est sur des dogmes économiques et qu'on veut montrer aux Européens qu'on continue à faire de la tomate, ça n'a aucun sens sur le plan économique. Vous adhérez à cette théorie sur les cultures spéculatives qui sont encore entretenues par les Marocains?
Tout à fait, on est dans la spéculation, on est dans la façade. Il y a des difficultés, au lieu de les affronter. Nous, en Algérie, on a connu ça dans les années 90. Les difficultés étaient là, il a fallu qu'on passe par la Banque mondiale, il a fallu qu'on rééchelonne la dette, il a fallu faire face à des difficultés chroniques parce que le pays allait mal. Maintenant, on a un peu redressé le cap, mais on a repris les enseignements. Les réformes agraires des années 70 ont été des erreurs, elles ont été corrigées dans les années 2010. Donc aujourd'hui, les Marocains doivent s'interroger sur la logique, la cohérence de voir un pays qui importe 70% de ses besoins agricoles, parce que contrairement à l'idée reçue, ils apporte énormément de besoins agricoles. Et bien revoir effectivement la production agricole, la moderniser, aider les fellahs qui sont en difficulté et préserver cette partie de la population. C'est 40% quand même de l'économie marocaine, c'est pas rien. En gros, le fort de l'économie, c'est l'agriculture, le tourisme et les capitaux versés par la diaspora. Donc quand même, quand on fragilise un pan aussi important, on s'expose à des problèmes économiques et des problèmes socio-économiques très durs. Donc il faut vraiment qu'ils revoient leur copie. Mais vous ne pouvez pas demander à Khanouch, je ne sais pas comment il s'appelle, le Premier ministre qui est un milliardaire, de comprendre ce qui se passe en bas. Il ne s'intéresse pas au Maroc d'en bas pour le coup. C'est-à-dire que quand nous sommes au niveau des décisions politiques majeures, comme cela a été fait en Algérie, ces dernières années, nous avons concentré justement à travers les périodes de sécheresse qui touchent également certaines régions du pays, aller sur des cultures stratégiques pour assurer cette alimentation et assurer la sécurité alimentaire. D'autres pays choisissent de continuer sur des cultures spéculatives, si j'entends bien ce que vous dites. Tout à fait. Oui, absolument, c'est un problème parce que quand on ne s'adapte pas aux réalités aujourd'hui du réchauffement climatique qui frappe durement des pays du Sud, on sait que nous on est dans les zones semi-arides, donc clairement on est surexposé. Le Marocain, pour faire un barrage, bon à l'époque ils avaient un peu d'argent, mais pour faire un barrage il faut un plan de financement. Pour faire une station de dessalement d'eau de mer, ça coûte très cher. Ils n'ont pas les moyens de les financer aujourd'hui. Ils sont obligés de passer par des montages financiers internationaux et ça leur réduit leur capacité évidemment d'autonomie, d'indépendance. Si vous demandez à une banque étrangère, vous devez rembourser la banque étrangère. Et à côté de ça, ils ne sont pas réalistes sur leur production. Quand on a un problème de production agricole et qu'elles sont énergivores oui, mais qu'elles consomment beaucoup trop d'eau, il faut revoir complètement la production, il faut réadapter les besoins des paysans. Je veux dire, vous faites de l'arachide, par exemple, vous faites, je sais pas, de la pistache, les pistacheries, ça marche très bien, c'est une forte valeur ajoutée, et surtout, ça ne consomme pas trop d'eau. Mais là, vraiment, le choix dogmatique, je parle bien de dogmatisme dans un pays ultra-libéral, et c'est ça le plus dur. Quand on a un pays avec beaucoup de pauvres et que c'est ultra-libéral, les violences sur la pauvreté et sur les gens les plus fragiles sont encore plus accrues. Donc l'ultralibéralisme est un choix économique fait par les Marocains. On peut le contester, mais on doit s'adapter aux réalités du terrain. Et aujourd'hui, il y a un dogmatisme d'État qui refuse de dire nous sommes fragilisés. Quand on est fragilisé, on réforme, c'est tout. Très bien. Monsieur Ayachi, vous vouliez réagir tout à l'heure? Oui, je voulais dire que on a souligné que le jugement de la Haute Cour, de la Cour de justice de l'Union européenne, donc a précisé que le peuple sahraoui est souverain et seul décideur de ses richesses d'un côté, et que le Front Polisario est son représentant légitime. Si l'on prend en considération que le commerce a sa propre vitalité, le commerce qu'il soit international ou régional ou local, il a sa propre vitalité et sa force de pénétration. Maintenant, il n'est pas interdit que ces mêmes sociétés, et là, nous allons avoir un gain politique, bien entendu. Il n'est pas interdit de penser que ces mêmes entreprises qui aujourd'hui sont gênées, négocier avec le Polisario. Et le Polisario s'est dit, je suis prêt à accorder des licences d'exploitation pour telle ou telle chose, etc. Et vous voyez très bien que non seulement il y a un gain d'argent pour le Polisario, puisqu'il discute directement avec mais surtout, c'est sa présence qui fait que, ayant été le véritable représentant du peuple sahraoui, ayant négocié en son nom, il y a un gain politique. Est-ce qu'on imaginerait éventuellement, donc peut-être dans un futur proche, le Front Polisario? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça devrait aller dans ce sens. D'autant plus que le Front Polisario a annoncé sa disponibilité depuis longtemps de pouvoir, j'allais dire, aller dans ce sens. Alors justement, la question qui se pose, il y a ce chiffre qui a été donc annoncé également. Le Maroc perdra inéluctablement près de 40 millions d'euros par an en fonds de soutien de l'Union européenne pour tout ce qui est développement de son industrie de pêche sur les territoires sahraouis occupés. Est-ce qu'aujourd'hui, cela met en péril tout ce projet qui a été donc initié par le Maroc? On parle des 40 millions d'euros. Mais normalement, bien sûr, ce sont des chapitres dans, j'allais dire, le budget accordé par l'Union européenne pour l'aide au développement international. S'il n'y a plus de pêche, il n'y a plus les 40 millions d'euros, cela va de soi. Sauf on parle du développement de l'activité de pêche
pêche, de l'activité de pêche. Au sein même des territoires occupés. Hein. Oui, parce que de toute façon, il faut bien qu'ils justifient pour les 40 millions d'euros. Pourquoi? S'il y a réellement un périmètre de pêche, s'il y a de la formation à faire, je pense que ça poserait problème normalement, puisqu'il n'y a plus cette possibilité de dire qu'il y a une surface maritime extraordinaire, immense, qui pourrait justifier cet appel à financement. Et donc, quelque part, ça poserait un problème, c'est clair. Donc on imagine qu'il y aurait éventuellement une succession de blocages juridiques qui vont être introduits par le Polisario dans peut-être les prochains mois, si ce n'est les prochaines années. Oui, même, en tout cas, il y a beaucoup de rapports d'ONG, même des institutions internationales, de préservation de l'environnement qui pointe du doigt justement la pollution marine au niveau de ce littoral sahraoui. Donc il y a une grande pollution marine et il y a même une déstabilisation de l'écosystème, ce qu'on appelle tout ce qui est lié à l'économie bleue. Donc il y a une déstabilisation de ces écosystèmes, disparition des espèces et pollution marine. Et peut-être, bien sûr, la partie européenne, il finance un peu la formation, comme disait M. Ayachi, donc la formation, ou même pour réparer un peu, ou bien pour voiler un peu la catastrophe naturelle qui est produite par la surexploitation et par les rejets toxiques des navires qui font la pêche au niveau de ce littoral. Donc ça, même les institutions internationales ont parlé, en tout cas, de toute la partie océanique, même un peu une partie en Méditerranée, par rapport à cette pollution. Mais cette pollution, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de régulation. Mais en Europe, maintenant, il y a une régulation stricte par rapport à la préservation de cette question est importante. On fait ce qu'on veut sur le territoire sahraoui. Parce que c'est de la spoliation, c'est de la colonisation. Le colonisateur. Tout à fait, c'est la logique colonialiste de spoliation, de bradage, carrément surexploitation. Donc là, même je pense, le Polisario doit pointer de doigt un peu les dégâts qui ont été engendrés par cette surexploitation. Monsieur Abina, sur la question des aides européennes pour le développement, notamment sur l'activité de pêche sur les territoires occupés au Sahara occidental, on imagine bien que ces aides vont commencer à disparaître, vu qu'il y a une décision de justice très claire sur la question. Oui, tout à fait. Ils peuvent pas aller contre le droit. Le droit est un principe fondamental de l'Europe aujourd'hui, l'Europe de l'après-guerre. Donc les rapports d'État à État qui sont régis par l'Union européenne sont des rapports qui se plient effectivement au droit européen. On voit bien la façon, par exemple, dans la France, c'est de courir après une maîtrise de ces déficits qui sont consécutifs à un traité international de Maastricht signé qui doit être respecté par les parties signataires. Donc en l'occurrence, effectivement, on ne peut pas financer des territoires considérés comme occupés, effectivement. De fait, on ne peut pas financer des aides à ces régions alors qu'elles contreviennent au droit international et donc au droit européen puisqu'ils sont d'accord maintenant là-dessus. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de penser, vous parliez, j'aime bien ça, j'ai une petite pichinette au passage, vous faites référence par exemple à ces aides européennes au développement, ce genre de choses-là. On a eu récemment une Sarak-Nafo qui s'est autorisée à déraper, comme le fait tout le temps, comme l'extrême droite, prétendant que l'Algérie prendrait beaucoup d'aides européennes. Ça c'est juste pour clarifier. Le chiffrage des aides que la France donne par exemple au reste du monde, sur les questions des aides, c'est 1% pour l'Algérie, c'est 130 millions d'euros, donc c'est une goutte d'eau. Le Maroc, c'est pratiquement pareil, c'est-à-dire que les aides, c'est 15 milliards. Vous avez un montant marginal et qui parfois est alloué à des choses qui sont nobles et d'autres fois beaucoup moins nobles. Mais ces aides-là, en règle générale, c'est la continuation, par d'autres moyens, d'un néocolonialisme. Vous avez fait référence, par exemple, à la destruction de la faune, de la flore et de tout ce qui est espèces animales ou en mer, par exemple, le thon rouge. Le thon rouge surexploité a été réglementé en Europe, mais la surexploitation en Afrique, ça pose pas de problème. Quand on voit la façon dont ils saccagent les pays africains en vendant de la ferraille qui finissent dans des bennes et puis qui détruisent littéralement la nature, tout cela, c'est pas régulé en Afrique parce qu'il n'y a pas de loi qui régule ça et parce que c'est l'Occident qui fait ce travail de sabotage. Je veux dire, l'Allemagne se débarrasse de son matériel électronique, c'est en Afrique que c'est fini. Donc ça, c'est des choses qui doivent être pensées au sens global, au sens plus large, indépendamment du traitement effectivement néocolonial. Et évidemment, un territoire qui est considéré comme étant colonisé,
qu'on peut exploiter à satiété. On l'a vu en Algérie, 4 bombes atomiques dans le désert algérien en 60, parce que les Français savaient qu'ils allaient quitter. Ça ne les dérange pas de saboter un territoire qu'ils quittent. Dès l'instant où ils en tirent un avantage. Eh bien, c'est ce qui passe au Sahara occidental. Toutes ces questions-là, elles sont posées tout le temps. À partir du moment où on n'a pas un contrôle réel, il n'y a pas un assentiment de la population, eh bien, on exploite au maximum, on en tire un avantage, et les conséquences sur la nature n'ont absolument aucune importance pour ceux qui exploitent. On est dans le capitalisme ultra, on est dans l'ultralibéralisme, donc on est dans le danger pour la nature, tout simplement. Absolument, absolument. Alors, une question d'ordre politique pour M. Hayachi, on en parlait tout à l'heure hors antenne sur cette position assez schizophrène de l'Espagne, hein, sur la question de soutenir d'un côté la Palestine en prononçant carrément une reconnaissance de l'État palestinien, mais en même temps, nous avons une autre attitude envers le Sahara occidental qui est beaucoup plus néocolonialiste, comme le dit si bien Gamal Abina. Comment vous expliquez cette double casquette, cette attitude qu'on peut qualifier de schizophrène du gouvernement espagnol de Sanchez? Effectivement, c'est un truc incompréhensible si on suit la logique des choses. L'Espagne a d'abord ses responsabilités historiques vis-à-vis du Sahara occidental et elle devrait être le pays qui changerait le moins de position sur le dossier en ayant une position qui était d'équilibre en fait. Hein. Cohérente surtout. Surtout. Et le fait qu'elle a switché en 2022 pour s'aligner sur la position des thèses fantaisistes, hein, était déjà une très grande responsabilité. Rappelons-le, c'est une décision du Parti socialiste de Pedro Sanchez contre l'avis quasiment majoritaire de la classe politique espagnole et contre l'immense majorité du peuple espagnol. Donc il y a une question qui se pose. À quoi a répondu M. Sanchez? À quoi s'est-il soumis pour prendre une telle décision? Évidemment, beaucoup d'hypothèses de travail ont émergé, entre autres les victimes d'un chantage honteux, ignoble de la part du régime marocain qui expert en la matière. Et on sait que la femme de Sanchez a reçu 100 millions de dollars, elle qui gère un institut supérieur de formation de cadres, pour former une partie des cadres marocains qui n'ont jamais en fait été... Bref, il y a une combine dans cette histoire. Et de l'autre côté, vous l'avez souligné, Sanchez qui avec beaucoup, si on prend la chose dans l'absolu, beaucoup de courage pour prendre... il y va seul, hein, il y va pratiquement de la totalité des peuples européens, pour dire, excepté la Belgique, pour dire on reconnaîtrait un État palestinien sans problème. Et évidemment, on se dit, il aurait bien fait que de dire que j'assure mes responsabilités vis-à-vis du peuple sahraoui, puisque c'est un problème de droit international. Il y a un pouvoir de peuple qui est martyrisé par un colonisateur, en l'occurrence l'antisémitisme pour les uns et le régime marocain pour les autres. Et là, il n'y a qu'une seule explication. Le profit économique? Pardon? Est-ce que c'est le profit? C'est le profit qui motive un peu les positions des pays aujourd'hui? C'est clair, j'allais dire... C'est-à-dire que quand on parle de l'Espagne, on parle de son implication directe dans cet accord commercial qui vient d'être rompu. Et aujourd'hui, on imagine bien que l'Espagne est dans une position délicate par rapport à cette question. Si on en parlait à mon sens, hein, je suis de ceux qui pensent que même si M. Sanchez est soumis à une opération de chantage, mais il est aussi sous la pression des grandes entreprises marocaines. Il y a 250 grandes entreprises espagnoles qui sont installées depuis 30 ans peut-être au Maroc et qui, j'allais dire, font leur beurre de façon tout à fait ininterrompue. Donc c'est un lobby puissant du point de vue économique qui fait que il y a, j'ajouterais bien sûr l'immigration clandestine comme autre levier de pression sur l'Espagne, le terrorisme, la drogue bien entendu qui menace d'inonder la jeunesse espagnole mais la jeunesse européenne aussi. Et donc ce sont toutes ces armes qu'utilise le régime marocain contre l'Espagne en particulier, qui la porte de l'Europe vis-à-vis de l'Espagne. J'ajouterais que de temps en temps, il parle de l'îlot de Persil ou de Septem, Lila, mais en fait, la grande cause pour le Maroc, c'est le Sahara occidental. Avant de donner la parole pour terminer, nous avons pratiquement terminé donc ce débat, mais j'aimerais beaucoup écouter votre avis, Gamal Abina, sur cette double position un peu schizophrène. Hein. Je répète encore le mot, car on n'arrive pas à comprendre un peu comment agit Sanchez à la tête de l'Espagne et qui a deux casquettes, deux positions totalement différentes sur deux positions et deux situations quasiment identiques parce qu'on parle de décolonisation.
est très clair en vérité. Vous avez une position espagnole qui est honorable. D'ailleurs, on l'a vu en Irak, par exemple, quand ils ont écarté l'ancien régime qui était au pouvoir, qui était pour la guerre. Eh bien, les socialistes ont été assez honorables sur la question irakienne. Donc, la tradition espagnole sur la question de la colonisation est clairement propre. Par contre, là, le revirement inattendu de l'ancienne puissance tutélaire, c'est quand même pas rien. L'Espagne, c'est quand même celle qui tenait et contrôlait le Sahara occidental. Eh bien, ce revirement, il est consécutif quand même, et c'est pas anodin, à l'affaire Pegasus. On sent bien qu'il y a eu des écoutes, qu'il y a eu des choses qui ont été utilisées pour faire pression, et j'en suis persuadé. Donc, ce ne serait pas surprenant. Je veux dire, la question, par exemple, de la corruption à la Commission européenne par certains influenceurs et officines marocaines, on les connaît. Donc, c'est des méthodes un peu de chantage qui sont utilisées. On dira que c'est de bonne guerre, mais c'est vrai que l'Espagne, qui a une position de principe depuis toujours, je parle des socialistes espagnols, qui vont plutôt lutter contre la colonisation, qui sont plutôt anti-impérialisme en général, du jour au lendemain, une position inattendue, qui en plus ne sert même pas la cause espagnole, puisque, comme ça a été dit sur le plateau, il y a des investissements considérables de l'Espagne au Maroc, il y a une vraie proximité. Il faut se rappeler quand même que le contrôle du nord du Maroc, un temps par l'Espagne, on voit le Rif par exemple, ben, c'était important. Donc quand on voit cette longue histoire commune entre le Maroc et l'Espagne, et un revirement comme ça inattendu, on ne se pose pas trop de questions. L'affaire Pegasus a dû laisser quelques petites traces, et ils ont certainement des leviers de pression contre Pedro Sanchez, qui est honorable sur la Palestine, qui a été beaucoup moins sur la question du Sahara occidental. Merci, docteur Gamel Abina. Monsieur Hachel, un dernier mot avant de clore ce débat sur l'avenir de... On imagine que cet accord, c'est du passé, et à l'avenir, il y aura bien sûr ce consentement du peuple sahraoui qui sera toujours au centre des négociations. Oui, déjà, cette décision, c'est un grand soutien politique et moral pour le peuple sahraoui afin de continuer sa lutte pour son indépendance. En tout cas, ça, déjà, même sur le plan symbolique, donc ça donne un peu cette délimitation du territoire du Sahara occidental. Donc, une forme de souveraineté sur ses ressources naturelles. Et quand avec son représentant légitime qui est le Front Polisario. Tout à fait. Il faut le souligner. Et quand on a une reconnaissance comme ça de la Cour de justice européenne sur la souveraineté sur des ressources d'un territoire, donc c'est une étape très importante pour l'indépendance du territoire sahraoui. Merci à vous, messieurs. Merci. Je crois qu'il y a un aspect très rapidement, oui. Un aspect important de ce problème, et ce n'est pas le moindre à mon sens. On va voir si les Européens vont respecter leur propre justice. Ça, c'est important. Eux qui nous bassinent du matin au soir avec des valeurs universelles qu'ils ne sont censés vouloir propager, mais qu'ils ne respectent pas. Donc on va être vigilants. On va être très observateurs sur les prochains mois pour voir si cette décision est respectée. Absolument. Et bien sûr, on parlera bien sûr de l'indépendance qui est garantie, l'indépendance des institutions européennes, notamment l'indépendance de la justice qui a statué de manière très objective sur la question et le respect de sa décision. Merci encore une fois à vous, messieurs, d'avoir animé ce débat avec moi. Docteur Saïd Ayeshi, président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui, merci d'avoir été, merci à vous aussi, d'avoir honoré le plateau de la Semaine Éco cette semaine. On n'a pas l'habitude de vous voir tout le temps sur ce plateau, c'est un plaisir de vous recevoir. Monsieur Hachel également avec nous, enseignant universitaire à l'université Tizi Ouzou, consultant de la chaîne, également pour les questions économiques. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et Gamel Abina, journaliste spécialisé des questions internationales, merci de nous avoir éclairé avec vos éclairages justement sur cette question qui est très importante concernant le dernier, ce dernier accord qui vient donc peut-être annulé. Maître Gilles Devers, nous devions l'avoir avec nous, malheureusement. Gilles Devers n'est pas disponible pour ce soir. Nous essaierons de l'avoir dans les prochaines émissions. Et ils auraient essayé d'inviter son fils, il est aussi bon. Absolument. Manuel Devers, qui est également avocat, également impliqué dans la question de la décolonisation du Sahara occidental. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce débat.